Quand j'ai vu ma petite fille Élise debout sur le pas de ma porte ce matin glacial de novembre, les yeux rouges et gonflés, l'écharpe mal nouée autour du cou et les petites mains tremblantes tenant un sac de pain rassis, j'ai senti mon cœur sombrer dans ma poitrine comme une pierre lancée dans des eaux profondes. Il était 7h13. Le ciel d'Angoulême était encore noir comme du charbon. Et cet enfant de seulement 8 ans avait traversé seul 6 pâtés de maisons dans les rues couvertes de brume pour arriver jusqu'à chez moi. « Maman est malade, je suis venue à sa place », a-t-elle dit d'une voix étranglée. Et c'est à cet instant précis que toutes les pièces du puzzle que j'ignorais depuis des mois ont enfin commencé à s'assembler sous mes yeux. Je m'appelle Solange Virel, j'ai 66 ans. Et rien dans ma vie n'aurait pu me préparer à ce que j'ai découvert dans les jours qui ont suivi cette étreinte désespérée de ma petite fille. Une étreinte qui portait le poids de secrets qu'aucun enfant ne devrait avoir à garder. J'ai tiré Élise à l'intérieur de la maison avec une urgence que je n'ai pas pu dissimuler. Et quand j'ai fermé la porte derrière elle, j'ai remarqué que ses lèvres étaient violettes de froid et que son manteau léger de printemps était complètement inadapté à l'hiver qui s'était déjà installé dans le sud-ouest de la France. Je me suis agenouillée devant elle. J'ai tenu son petit visage entre mes mains et j'ai senti ses joues glacées comme de la glace sous mes doigts. « Ma chérie, que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu ici si tôt toute seule ?» ai-je demandé, en essayant de garder une voix ferme. Mais Élise a seulement secoué la tête et a commencé à pleurer plus fort, ses petites épaules maigres tremblant violemment. Je l'ai emmenée jusqu'à la cuisine. Je l'ai enveloppée dans une couverture en laine qui était sur le canapé et j'ai préparé du chocolat chaud tout en observant chacun de ses mouvements avec une attention presque douloureuse. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans cette scène. Non seulement le fait que ma petite fille soit là seule par un matin d'hiver, mais la façon dont elle se recroquevillait sur la chaise, dont elle évitait mon regard, dont ses mains tremblaient même après avoir saisi la tasse chaude. Cela faisait 6 mois que je n'avais pas vu ma fille Clémence en personne, et cette absence était devenue une plaie ouverte dans ma poitrine que j'essayais d'ignorer chaque jour. Les excuses arrivaient toujours par des messages courts et évasifs. « Je suis très occupée avec le travail, maman. Mathieu a beaucoup de travail, on ne peut pas voyager maintenant. Élise a beaucoup de devoirs. » Mon gendre Mathieu avait toujours été un homme difficile à déchiffrer, grand, mince, au regard pénétrant et aux paroles mesurées. Il travaillait comme directeur dans une entreprise de logistique et avait toujours traité mes tentatives de rapprochement avec une cordialité froide qui me faisait sentir comme une intruse dans la vie de ma propre fille. Clémence l'avait rencontré il y a 10 ans lors d'une conférence à Bordeaux, était tombée amoureuse trop rapidement, s'était mariée trop vite et depuis lors semblait être devenue une version effacée d'elle-même. La jeune femme vibrante qui aimait la littérature et passait des heures à discuter avec moi de Simone de Beauvoir et de Marguerite Duras avait été remplacée par une femme qui parlait peu, souriait encore moins et semblait toujours marcher sur des coquilles d'œufs quand son mari était dans les parages. Pendant qu'Élise buvait le chocolat par petites gorgées, les mains encore tremblantes en serrant la tasse, je me suis assise à côté d'elle et j'ai passé doucement ma main dans ses cheveux châtains ébouriffés. C'est alors que j'ai remarqué une petite marque violette sur son poignet gauche, presque cachée par la manche de son manteau qui avait remonté quand elle avait levé la tasse. Mon sang s'est glacé. « Élise, qu'est-ce que c'est sur ton bras ?» ai-je demandé d'une voix tendue, et j'ai immédiatement vu la panique s'emparer du visage de la petite. Elle a tiré sa manche vers le bas d'un mouvement brusque et a avalé difficilement. « Je suis tombée à l'école », a-t-elle répondu trop rapidement, sans me regarder dans les yeux. Et j'ai su à cet instant que j'étais face à un mensonge répété. Combien de fois avait-elle déjà répété cette phrase ? Combien de fois avait-on ordonné à ma petite fille de cacher la vérité derrière des histoires inventées ? J'ai senti la colère et la peur se mélanger en moi comme une tempête sur le point d'éclater. Mais je me suis forcée à garder mon calme parce que je savais que si je pressais trop, Élise se refermerait complètement comme une huître protégeant sa perle. « D'accord, ma chérie », ai-je dit doucement, bien que chaque fibre de mon être criait pour exiger des réponses. « Ta maman est vraiment malade ? Qu'est-ce qu'elle a ?» Élise s'est mordu la lèvre inférieure et des larmes ont recommencé à couler silencieusement sur son visage. Elle n'a pas voulu sortir du lit aujourd'hui. Elle a dit qu'elle avait très mal à la tête
et que je devais venir t'apporter le pain comme elle le fait toujours le jeudi. Mon cœur s'est serré. Clémence avait effectivement l'habitude de passer ici le jeudi matin pour prendre le café avec moi. Mais ces dernières semaines, elle avait manqué 3 fois de suite avec des excuses vagues sur des engagements incontournables. Peut-être que vous m'écoutez maintenant et vous vous demandez pourquoi je n'ai pas remarqué plus tôt que quelque chose n'allait pas. Pourquoi une mère n'a pas senti dans son cœur que sa fille était en danger? La vérité est que je l'ai senti. Oui, je l'ai ressenti chaque jour pendant ces 6 derniers mois. Je l'ai ressenti dans la façon dont les appels de Clémence sont devenus plus rares et plus courts. Je l'ai ressenti dans les photographies qu'elle postait sur les réseaux sociaux où son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Je l'ai ressenti les fois où j'ai essayé de lui rendre visite sans prévenir et où Mathieu apparaissait toujours à la porte avec une excuse pour empêcher mon entrée. Mais j'ai commis l'erreur que tant de mères commettent. J'ai trop respecté l'espace de ma fille adulte. J'ai cru quand elle disait que tout allait bien. Je me suis convaincue que j'étais surprotectrice et que je devais la laisser vivre sa propre vie. Si vous aussi avez déjà vécu cela, si vous aussi avez déjà ignoré les signes parce que vous aviez peur d'être dérangeante ou intrusive, laissez un commentaire ici en bas en me disant d'où vous me regardez. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seule dans cette douleur d'avoir tardé à agir. Ce matin-là, en regardant ma petite fille frêle recroquevillée dans ma cuisine, j'ai pris la décision que j'aurais dû prendre il y a des mois. Élise, tu vas rester ici avec moi aujourd'hui, d'accord? Je vais appeler ton école et prévenir que tu es grippée. Elle a acquiescé avec un soulagement si visible sur son visage que cela m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. J'ai pris mon téléphone portable et au lieu d'appeler l'école, j'ai composé le numéro de Clémence. L'appel est tombé directement sur la messagerie vocale. J'ai essayé à nouveau. Même chose. Alors j'ai appelé Mathieu et après 6 sonneries, il a répondu avec cette voix contrôlée qui me mettait toujours mal à l'aise. « Allô Solange » a-t-il dit. Et je pouvais parfaitement imaginer cette expression neutre qu'il gardait toujours sur son visage. « Mathieu, Élise est chez moi. Elle m'a dit que Clémence est malade. Que se passe-t-il » Il y a eu une pause beaucoup trop longue de l'autre côté de la ligne, le genre de silence qui crie plus fort que n'importe quel mot. Clémence a une forte migraine, mais elle va bien. Élise n'aurait pas dû aller chez toi toute seule. Je vais venir la chercher maintenant, a-t-il finalement répondu. Et j'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Une tension, une nervosité mal dissimulée. Tu n'as pas besoin de venir la chercher, Mathieu. Elle va rester avec moi aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai besoin de voir Clémence. Je passerai chez vous plus tard. Autre pause. Ce n'est pas un bon moment, Solange. Comme je l'ai dit, elle a une migraine et a besoin de silence. La façon dont il a dit cela, comme s'il lisait un script, comme si chaque mot était soigneusement choisi pour me tenir à distance, a déclenché toutes les sirènes dans ma tête. Mathieu, je vais voir ma fille aujourd'hui, avec ou sans ta permission. Si tu essaies de m'en empêcher, j'irai là-bas avec la police. J'ai entendu sa respiration s'accélérer de l'autre côté de la ligne. Tu exagères, Solange. Clémence est ma femme et elle n'a pas besoin que tu envahisses notre maison chaque fois que tu as une crise de mère surprotectrice. Ces mots ont été comme une gifle en plein visage, mais quelque chose dans l'agressivité soudaine, dans la façon dont il avait perdu son sang-froid habituel, m'a dit que j'avais touché un nerf à vif. Je serai là à 2 heures de l'après-midi, Mathieu, et je te suggère d'être prêt à me laisser entrer. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre, les mains tremblant d'adrénaline. Élise m'observait avec ses yeux immenses et effrayés, et j'ai réalisé qu'elle avait tout entendu. « Mamie, s'il te plaît, n'y va pas. Papa va se fâcher, » a-t-elle murmuré, et la peur authentique dans la voix de la petite a été comme un coup de poing dans l'estomac. « Ma petite, personne ne va te faire du mal à toi ou à ta maman tant que je respirerai, tu comprends ? Parfois, les adultes doivent avoir des conversations difficiles pour protéger ceux qu'ils aiment. » Elle a hoché la tête, mais la peur n'a pas quitté ses yeux, et j'ai compris à ce moment que ma petite fille avait déjà vu trop de choses pour une enfant de 8 ans. J'ai passé les heures suivantes à essayer de faire en sorte qu'Élise se sente en sécurité et à l'aise. J'ai préparé son plat préféré, la crème brûlée. Je l'ai laissé regarder des dessins animés à la télévision. Je lui ai donné un de mes vieux pulls en laine douce qu'il a enveloppé comme un cocon protecteur. Mais
Mon esprit était ailleurs, tournant frénétiquement autour de toutes les petites choses étranges que j'avais ignorées ces derniers mois. La fois où j'ai vu Clémence porter des lunettes de soleil un jour nuageux de septembre et où elle a dit qu'elle avait une sensibilité à la lumière. La fois où elle a légèrement boité en sortant de la voiture et a prétendu s'être tordu la cheville à la salle de sport. La fois où Mathieu a répondu à un de ses appels devant moi et où le ton de sa voix a complètement changé, devenant dur et impatient, et où Clémence est devenue pâle et a inventé une excuse pour partir quelques minutes plus tard. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Comment ai-je laissé ma fille seule dans une situation qui maintenant, rétrospectivement, semblait crier le danger dans chaque détail? À 13h45, j'ai enfilé mon lourd manteau d'hiver, j'ai mis mes bottes et je me suis préparée à sortir. Élise s'est accrochée à ma jambe avec force. « Mamie, emmène-moi avec toi, je ne veux pas rester ici toute seule. » Je me suis à nouveau agenouillée devant elle et j'ai tenu son visage avec tendresse. « Ma chérie, j'ai besoin que tu restes ici où tu es en sécurité. Je vais verrouiller toutes les portes et garder mon portable toujours allumé. Si quoi que ce soit arrive, tu appelles le numéro de Madame Rousseau, notre voisine, que j'ai collé sur le réfrigérateur, d'accord ? » Elle a acquiescé à contre-cœur, et j'ai embrassé son front avec tout l'amour qui tenait dans mon cœur de grand-mère, qui comprenait seulement maintenant l'ampleur de la tempête qu'elle avait ignorée trop longtemps. La maison de Clémence et Mathieu se trouvait de l'autre côté de la ville, dans un quartier résidentiel qui m'avait toujours semblé joli mais froid, avec ses rues larges et arborées et ses maisons mitoyennes aux façades grises. J'ai conduit ma vieille Peugeot dans les rues encore couvertes par la brume persistante de novembre, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles. Quand je me suis garée devant leur maison, j'ai immédiatement remarqué que tous les rideaux étaient fermés alors qu'il était déjà milieu d'après-midi, et cela m'a semblé profondément anormal. Clémence avait toujours adoré la lumière naturelle et gardait habituellement les fenêtres ouvertes même les jours les plus froids. J'ai respiré profondément. Je suis sortie de la voiture et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée avec des pas déterminés qui cachèrent la terreur absolue que je ressentais à l'intérieur. J'ai sonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Rien. Alors j'ai commencé à frapper à la porte avec force. « Clémence, Mathieu, ouvrez cette porte maintenant, ou j'appelle la police !» Pendant un moment qui a semblé durer une éternité, rien ne s'est passé. Puis j'ai entendu des pas lourds descendre l'escalier intérieur, et la porte s'est ouverte révélant Mathieu avec une expression qui oscillait entre la colère contenue et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la panique. Il n'était pas rasé, sa chemise était froissée, et il y avait une griffure visible sur le côté gauche de son cou. « Solange, tu ne peux pas simplement débarquer ici et... » Je l'ai poussé sur le côté avec une force que je ne savais pas avoir encore, et je suis entrée dans la maison. « Clémence, où es-tu » Ma voix a résonné dans le salon sombre et silencieux, et c'est alors que j'ai entendu un son étouffé venant de l'étage, comme si quelqu'un pleurait, mais essayait de ne pas faire de bruit. J'ai monté les escaliers en courant, ignorant Mathieu qui criait quelque chose derrière moi, et je suis allée directement à la chambre principale. Ce que j'ai vu quand j'ai ouvert cette porte va me hanter pour le reste de ma vie. Clémence était assise par terre à côté du lit, serrant ses propres genoux, les cheveux en désordre, couvrant une partie de son visage. Et quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai vu là un regard de défaite si profond que j'ai senti mon âme se déchirer. Il y avait un hématome violet jaunâtre sur sa joue gauche, la lèvre inférieure était fendue et gonflée, et quand elle a essayé de se lever, j'ai remarqué qu'elle bougeait avec difficulté, comme si chaque mouvement causait de la douleur. « Maman », a-t-elle murmuré, et sa voix était si brisée, si vide de vie, que je l'ai à peine reconnue. C'est à ce moment que toutes les pièces se sont finalement assemblées, que le puzzle macabre a finalement formé l'image complète et horrible de la vérité que j'avais refusé de voir. Mon gendre faisait du mal à ma fille, probablement depuis longtemps, et j'avais été trop aveugle, trop respectueuse, trop distante pour la sauver avant d'en arriver à ce point. Mais l'histoire que je m'apprête à raconter ne se termine pas ici dans cette chambre sombre et étouffante. Ce qui s'est passé dans les jours suivants a transformé non seulement ma vie et celle de Clémence,
mais a également révélé des secrets que personne dans la famille n'imaginait exister. Des vérités sur le passé de Mathieu qui expliquaient, mais ne justifiaient jamais, le monstre qu'il était devenu. Et au terme de ce voyage douloureux à travers la justice, la guérison et la reconstruction, j'ai découvert quelque chose sur moi-même que je ne savais pas être capable. La force féroce d'une mère qui n'abandonne jamais, même quand tout semble perdu. Mes instincts de mère ont pris le contrôle à ce moment. J'ai traversé la chambre en 3 pas. Je me suis agenouillée à côté de Clémence et je l'ai enveloppée dans mes bras avec tout le soin du monde, comme si elle était faite de verre et pouvait se briser à tout moment. Elle s'est effondrée contre ma poitrine et a commencé à pleurer. Des pleurs profonds, désespérés, qui ressemblaient à des années de douleur, trouvant enfin une issue. « Tout va bien maintenant, ma chérie, je suis là, personne ne va plus te faire de mal », ai-je murmuré en caressant ses cheveux, mais je savais que c'était une promesse vide, parce que le mal était déjà fait, parce que ma fille avait déjà souffert bien plus que je ne pouvais même comprendre à ce moment. J'ai entendu Mathieu entrer dans la chambre derrière moi, et quand je me suis retournée pour le regarder en face, il a dû voir quelque chose dans mon visage qui l'a fait reculer d'un pas. « Solange, tu ne comprends pas la situation. Clémence elle a des problèmes. Elle devient hystérique parfois, elle se blesse toute seule, j'ai seulement essayé de... Tais-toi !» ai-je dit d'une voix si froide et tranchante que je ne l'ai même pas reconnue comme la mienne. Je ne veux entendre aucun de tes mensonges répugnants. J'emmène ma fille avec moi maintenant. Et si tu essaies de nous en empêcher, je jure par tout ce qui est sacré que je vais crier si fort que tous les voisins vont t'entendre et savoir exactement quel genre d'homme tu es. Il est devenu livide, les poings se fermant le long de son corps. Et pendant un instant terrible, j'ai pensé qu'il allait se jeter sur moi aussi. Mais alors Clémence a parlé, avec cette voix faible et brisée. « S'il te plaît, Mathieu, laisse-moi partir, juste pour aujourd'hui. Je reviendrai demain, je te le promets. » Et cela m'a brisé le cœur d'entendre ma fille encore en train d'essayer d'apaiser cet homme, croyant encore qu'elle avait besoin de sa permission pour échapper à son propre enfer. J'ai aidé Clémence à se lever et à prendre quelques vêtements dans une petite valise, et pendant tout ce processus, Mathieu est resté debout à la porte de la chambre, observant chaque mouvement avec ses yeux froids et calculateurs. Quand nous avons finalement descendu les escaliers et nous sommes dirigés vers la porte d'entrée, il a dit quelque chose qui a glacé mon sang. « Tu fais une erreur, Clémence. Sans moi, tu n'es rien. Tu vas voir que tu ne peux pas survivre seule, et quand tu reviendras en rampant, je ne serai pas aussi compréhensif la prochaine fois. » L'arrogance absolue, la certitude qu'elle reviendrait, la menace voilée dans ses mots. Tout cela m'a rempli d'une colère si intense que j'ai dû me forcer à continuer à marcher hors de cette maison avant de faire quelque chose dont je pourrais me repentir. Dans la voiture, Clémence pleurait silencieusement sur le siège passager, les mains tremblant sur ses genoux. J'ai conduit en silence parce que je savais que n'importe quel mot que je dirais à ce moment sonnerait inapproprié ou insuffisant face à l'ampleur de ce qu'elle avait traversé. Quand nous sommes arrivés à la maison, Élise a couru pour nous rencontrer à la porte, mais s'est arrêtée brusquement en voyant l'état de sa mère. « Maman, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» a-t-elle crié. Et Clémence a essayé de sourire, a essayé de prétendre que tout allait bien, mais l'effort a été si pénible à regarder que j'ai dû détourner les yeux. J'ai aidé Clémence à monter jusqu'à la chambre d'amis, je l'ai couchée dans le lit avec des couvertures supplémentaires et j'ai fermé les rideaux pour créer un environnement sombre et silencieux où elle pourrait enfin se reposer sans peur. Quand je suis sortie de la chambre, j'ai trouvé Élise assise en haut de l'escalier, serrant ses genoux, exactement comme j'avais vu sa mère faire quelques minutes auparavant. Cette image m'a frappée comme un coup de poing, l'enfant copiant inconsciemment le langage corporel du traumatisme qu'elle avait appris de sa propre mère. Je me suis assise à côté d'Élise dans l'escalier et j'ai passé mon bras autour de ses petites épaules. « Ta maman va aller bien, ma petite. Parfois, les adultes traversent des moments difficiles, mais l'important c'est que maintenant, nous sommes ensemble et nous allons prendre soin les unes des autres. D'accord ?» Elle a hoché la tête, mais n'a rien dit. Et j'ai réalisé que cet enfant savait bien plus que je ne l'imaginais, avait été témoin de choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Cette nuit-là, j'ai préparé une soupe légère de légumes et j'ai essayé de faire manger quelque chose à Clémence.
mais elle a à peine touché la nourriture. Ses yeux étaient distants, perdus dans un endroit sombre en elle-même où je ne pouvais pas l'atteindre. Ce n'est que le 3e jour, quand elle a finalement commencé à parler, que j'ai commencé à comprendre l'étendue complète du cauchemar qu'avait été sa vie ces dernières années. Nous étions assises dans la cuisine, juste nous deux, avec des tasses de thé à la camomille refroidissant sur la table entre nous, quand Clémence a finalement brisé le silence qu'elle avait gardé pendant des jours. « Ça a commencé il y a 3 ans, a-t-elle dit en regardant fixement la tasse, incapable de croiser mon regard. Au début, c'était seulement verbal. Il me critiquait constamment. Mon apparence, ma façon de cuisiner, comment je m'occupais d'Élise, mon travail. Il disait que j'étais stupide, incompétente, que j'avais de la chance qu'il m'ait épousée, parce que personne d'autre ne voudrait de moi. Je pensais que c'était juste le stress de son travail, que ça passerait. J'ai senti des larmes brûler mes yeux en écoutant, mais je me suis forcée à rester silencieuse parce que je savais qu'elle avait besoin de libérer tout ce qui était enfermé en elle depuis si longtemps. Ensuite est venu le contrôle. Il a commencé à surveiller mes appels, mes emails, combien d'argent je dépensais. Il m'a fait démissionner de mon travail à la bibliothèque en disant qu'Élise avait besoin de moi à la maison. Mais en réalité, il voulait juste m'isoler, me rendre complètement dépendante de lui. Et ça a marché, maman. Je suis devenue si petite, si invisible, que parfois je me regardais dans le miroir et je ne reconnaissais pas qui me regardait en retour. J'ai tenu sa main sur la table, serrant fort, souhaitant pouvoir transférer une partie de ma propre force à cet être fragile et brisé qu'était ma fille. « Et les agressions physiques ?» ai-je demandé doucement, bien que la question brûle ma gorge. Clémence a fermé les yeux et a respiré profondément. La première fois, c'était il y a 1 an et demi. J'avais oublié d'acheter sa bière préférée au supermarché et il a simplement explosé. Il m'a poussé contre le mur, a tenu mon cou et la façon dont il me regardait, maman. C'était comme si je n'étais rien, comme si j'étais moins que rien. Après, il a pleuré, s'est excusé 1000 fois, a dit qu'il était sous beaucoup de stress, que ça n'arriverait plus jamais. Et j'ai cru, parce que je voulais croire, parce que l'alternative était d'admettre que je m'étais mariée avec un monstre. Chaque mot était un poignard dans mon cœur, mais je devais tout entendre, je devais comprendre complètement pour pouvoir l'aider à sortir de cet abîme. Mais c'est arrivé encore. Bien sûr que c'est arrivé, a-t-elle continué, la voix devenant plus faible. Et encore, et encore. Il était prudent, visant toujours des endroits que les vêtements couvraient. Côte, dos, cuisses. Les hématomes sur mon visage étaient rares parce qu'il savait qu'ils attireraient l'attention. La semaine dernière, j'ai laissé le dîner brûler parce que j'aidais Élise avec ses devoirs de mathématiques. Il est devenu furieux, a dit que j'étais une épouse inutile. Et quand j'ai essayé de me défendre, il m'a frappé si fort que je suis tombée sur le sol de la cuisine. Élise a tout vu. Ma propre fille a vu son père me frapper et je n'ai rien pu faire pour la protéger de cette image. Clémence m'a finalement regardée et il y avait tellement de honte dans ses yeux que cela m'a brisée en morceaux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit, ma chérie ? Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide plus tôt ?» ai-je demandé, bien qu'au fond je connaissais déjà la réponse. « Parce que j'avais honte, maman. Honte d'avoir échoué dans mon mariage. Honte que tu aies eu raison sur Mathieu depuis le début quand tu as dit qu'il te donnait un mauvais pressentiment. Et il m'avait convaincu que personne ne me croirait, que tout le monde penserait que j'exagérais ou que je mentais. Il disait que si je racontais à quelqu'un, il obtiendrait la garde d'Élise et je ne reverrais plus jamais ma fille. Et j'ai cru, parce qu'après des années d'être détruite psychologiquement, tu commences à croire les mensonges qu'on te raconte sur toi-même. J'ai tenu le visage de Clémence entre mes mains et je l'ai forcée à me regarder dans les yeux. Écoute bien ce que je vais te dire. Rien de tout cela n'est ta faute. Tu n'as échoué en rien. Le seul responsable de cette situation est cet homme qui a choisi d'utiliser la violence au lieu du dialogue, le contrôle au lieu de l'amour. Et je vais tout faire pour garantir qu'il paie pour ce qu'il t'a fait à toi et à Élise. Dans les jours suivants, j'ai commencé à organiser un plan d'action. J'ai emmené Clémence chez le médecin où nous avons documenté toutes ses blessures avec des photographies et des rapports détaillés. La médecin, Dr Fontaine, une femme d'âge moyen aux yeux bienveillants et aux manières efficaces, a examiné ma fille avec un soin professionnel
Mais j'ai vu la colère contenue dans son expression quand elle a découvert des hématomes à différents stades de guérison. Preuve claire de violence répétée au fil du temps. « Madame Virel, vous devez déposer une main courante immédiatement », a-t-elle dit directement à Clémence. Les blessures que je vois ici sont cohérentes avec un abus physique prolongé et en tant que médecin, je suis obligée de signaler cela aux autorités. Clémence est devenue pâle et a commencé à trembler. Il a dit que si j'allais à la police, il nierait tout et me ferait passer pour folle. Il a dit qu'il avait des amis influents, qu'il pouvait rendre ma vie un enfer encore pire que ce qu'elle est déjà. La docteure Fontaine s'est agenouillée devant la chaise de Clémence et a tenu ses mains. « Madame, je travaille depuis 15 ans avec des victimes de violences domestiques. J'ai entendu ces mêmes menaces des centaines de fois et je peux vous garantir, ils bluffent. Les hommes comme votre mari utilisent la peur comme arme parce qu'ils savent que c'est la seule façon de garder le contrôle sur vous. Mais une fois que vous faites le premier pas, une fois que vous portez plainte, la loi est de votre côté. Nous sommes sortis du cabinet médical avec un dossier plein de documentation et un numéro de téléphone d'un centre de soutien aux victimes de violences domestiques. Mais le véritable défi était encore à venir. Convaincre Clémence d'aller au commissariat et de porter officiellement plainte contre Mathieu. Elle a résisté pendant 2 jours entiers, paralysée par la peur des conséquences, tourmentée par des années de manipulation psychologique qui l'avaient fait croire qu'elle ne méritait pas un meilleur traitement. C'est Élise qui a finalement tout changé. La 3e nuit, pendant que je couchais la petite, elle m'a attrapée par la manche de mon pull et a chuchoté « Mamie, papa me frappait aussi parfois. Pas beaucoup, mais quand je pleurais trop fort ou laissais mes jouets éparpillés, il me tirait fort par le bras et m'enfermait dans le placard jusqu'à ce que j'arrête de faire du bruit. J'ai senti le monde tourner autour de moi. « Combien de temps il t'enfermait dans le placard, ma chérie ?» ai-je demandé en essayant de garder une voix calme malgré l'horreur absolue que je ressentais. Parfois 1 heure. Une fois c'était 3 heures parce que j'avais mouillé mon lit la nuit et il était très en colère. Il faisait noir et froid et j'avais tellement peur, mamie. Elle a commencé à pleurer et je l'ai serrée si fort que j'ai craint de lui faire mal, mais je ne pouvais pas la lâcher. Je ne pouvais pas arrêter d'imaginer ma petite fille enfermée dans un placard sombre, terrifiée, pendant que ce monstre se promenait dans la maison comme si de rien n'était. Cette nuit-là, après qu'Élise se soit finalement endormie, j'ai raconté à Clémence ce que sa fille m'avait révélé. J'ai vu quelque chose se briser en elle, la dernière résistance, le dernier espoir que peut-être les choses n'étaient pas si graves. « Il a fait du mal à mon bébé », a-t-elle murmuré. Et pour la première fois en plusieurs jours, j'ai vu du feu dans ses yeux au lieu de simple résignation. Il a fait du mal à ma fille et je l'ai laissé faire parce que j'étais trop occupée à survivre à ma propre douleur pour voir la sienne. Le lendemain, nous sommes allés ensemble au commissariat de police d'Angoulême. Le bâtiment était imposant et intimidant, avec ses murs de pierre grise et ses drapeaux français flottant à l'entrée, et j'ai senti Clémence hésiter quand nous avons atteint les marches de l'entrée. « Je suis là avec toi, ma chérie. Tu n'es plus jamais seule. » ai-je dit, et elle a hoché la tête, a respiré profondément et a traversé ses portes comme si elle marchait vers son propre destin. Nous avons été reçus par une officier de police appelée Capitaine Roussel, une femme robuste aux cheveux courts grisonnants et à l'expression sérieuse qui nous a conduites dans une salle privée. Pendant les 3 heures suivantes, Clémence a tout raconté, chaque insulte, chaque poussée, chaque coup de poing, chaque fois que Mathieu avait utilisé la peur et la violence pour la garder sous contrôle. La capitaine Roussel prenait des notes méticuleuses, interrompant occasionnellement pour poser des questions spécifiques, et jamais une seule fois son visage n'a montré de jugement ou d'incrédulité. Quand Clémence a terminé, épuisée et la voix rauque d'avoir tant parlé, l'officier a posé son stylo sur la table et a dit « Madame Virel, vous avez été extrêmement courageuse de venir ici aujourd'hui. Nous allons ouvrir une enquête immédiatement et sur la base de ce que vous avez rapporté et de la documentation médicale que vous avez fournie, je vais demander une ordonnance de restriction d'urgence. Votre mari ne pourra pas s'approcher de vous ou de votre fille sous peine d'emprisonnement immédiat. » Mais ensuite est venue la partie qui me préoccupait le plus. La capitaine Roussel s'est penchée en avant avec une expression grave.
Madame, vous devez comprendre quelque chose de très important. Une fois que nous ouvrirons ce dossier, il n'y a pas de retour en arrière. Votre mari sera notifié. Et malheureusement, les statistiques montrent que la période juste après une plainte est la plus dangereuse pour les victimes de violences domestiques, car c'est quand l'agresseur réalise qu'il perd le contrôle. Vous et votre fille devrez prendre des précautions extrêmes. Je vais vous mettre en contact avec un refuge sécurisé si nécessaire. Clémence m'a regardé et j'ai vu la peur revenir dans ses yeux, mais j'ai aussi vu quelque chose de plus fort, de la détermination. Je ne vais pas fuir ou me cacher. J'ai vécu avec la peur trop longtemps. Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait, je veux qu'il soit tenu responsable et je veux la garde complète de ma fille. La capitaine Roussel a souri pour la première fois depuis que nous étions entrés dans la salle. Alors, nous allons faire exactement ça. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de procédures légales, de réunions avec des avocats et de tentatives d'établir une apparence de normalité pour Élise. Mathieu a été notifié de l'ordonnance de restriction et aurait reçu la nouvelle avec un calme froid, selon l'officier qui a livré les documents. Mais je ne faisais pas confiance à ce calme. Je connaissais assez d'hommes comme lui à travers les histoires que je lisais dans les nouvelles, et je savais que la perte de contrôle pouvait le faire réagir de façon imprévisible et dangereuse. J'ai installé de nouveaux verrous sur toutes les portes et fenêtres de ma maison, et je gardais mon téléphone portable toujours chargé et à portée de main. Clémence a commencé à travailler avec une thérapeute spécialisée dans les traumatismes de violences domestiques, Madame Dupont, une femme compatissante qui aidait lentement ma fille à reconstruire son estime de soi détruite. Et Élise, ma pauvre et courageuse petite fille, a également commencé une thérapie infantile pour traiter tout ce qu'elle avait témoigné et vécu. C'est pendant une de ces sessions de thérapie d'Élise que l'assistante sociale, Madame Laurent, m'a appelée pour une conversation privée. Madame Virel, pendant nos sessions, Élise a mentionné quelque chose qui me préoccupe profondément et que je pense que vous devez savoir. Elle a dit que dans les dernières semaines, avant de venir vivre avec vous, elle entendait son père parler au téléphone tard la nuit. Elle ne comprenait pas tout, mais elle a capté des phrases comme « Elle va payer pour ça et je vais lui faire regretter ». Élise a eu très peur, mais avait trop peur de le dire à sa mère. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Vous pensez qu'il prépare quelque chose ?» ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse au fond de mon cœur. Madame Laurent a choisi ses mots avec soin. « Je pense qu'il serait prudent d'informer la police de ces conversations et peut-être de considérer des mesures de sécurité supplémentaires. Les hommes qui perdent le contrôle sur leurs victimes réagissent parfois de façons extrêmes, et avec l'audience de garde qui approche, ils pourraient se sentir particulièrement désespérés. Cette nuit-là, j'ai appelé la capitaine Roussel et j'ai rapporté ce que l'assistante sociale m'avait dit. Elle est restée silencieuse un moment avant de répondre. « Madame Virel, je vais augmenter les patrouilles dans votre rue et je vais essayer d'obtenir l'autorisation de surveiller l'activité téléphonique de Monsieur Mathieu. En attendant, si vous voyez quoi que ce soit de suspect, une voiture étrange garée dans la rue, des signes que quelqu'un a essayé d'entrer dans la maison, n'importe quoi, appelez le 17 immédiatement, c'est clair ?» J'ai promis que oui, mais quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai senti le poids écrasant de la responsabilité que j'avais assumée en amenant Clémence et Élise chez moi. Et si je ne pouvais pas les protéger? Et si mon intervention ne faisait qu'empirer les choses? Mais alors, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu Clémence et Élise dans le jardin arrière, s'occupant ensemble des rosiers qui avaient flétri avec l'arrivée de l'hiver. Clémence enseignait à sa fille comment tailler les branches mortes, leur voix basse et chaleureuse portée par la brise froide de l'après-midi, et à ce moment, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Pour la première fois en années, ma fille souriait. Un sourire authentique qui atteignait ses yeux et illuminait tout son visage. Et Élise riait, un rire d'enfant insouciant que je n'avais pas entendu depuis trop longtemps. Cela, ce moment simple de mère et fille connectées par la beauté simple de prendre soin d'un jardin, valait tous les risques, toute la peur, toute l'incertitude qui était encore à venir. L'audience pour la garde était prévue pour un mardi gris de décembre, exactement 6 semaines après ce matin fatidique où Élise était apparue à ma porte. Pendant ces semaines, Clémence s'était transformée sous mes yeux.
Pas complètement, pas miraculeusement, parce que la guérison d'un traumatisme ne fonctionne pas ainsi, mais peu à peu, elle retrouvait des morceaux d'elle-même qu'elle avait perdus au cours des années d'abus. Elle s'était remise à lire, quelque chose qu'elle avait toujours aimé, mais que Mathieu ridiculisait en qualifiant cela de perte de temps. Elle avait recommencé à cuisiner, expérimentant d'anciennes recettes de sa grand-mère qu'elle préparait quand elle était jeune. Et plus important encore, elle avait commencé à parler de l'avenir, des projets de retourner travailler, de peut-être suivre une formation, de construire une vie indépendante où elle et Élise pourraient être heureuses sans peur. Notre avocat, Maître Benoît, était un homme d'une 50aine d'années avec une solide réputation dans les affaires de violence domestique et de garde d'enfants. Lors de notre réunion de préparation 2 jours avant l'audience, il a passé en revue tous les documents que nous avions collectés, rapports médicaux, photographies des blessures, témoignages de la thérapeute d'Élise, registre des appels que j'avais faits à Clémence au cours des mois qu'elle avait ignorés sous la pression de Mathieu. « Nous avons un dossier solide », a dit Maître Benoît avec une confiance contrôlée. « Mais je dois vous préparer au fait que M. Mathieu aura également une représentation légale et ils vont probablement essayer de discréditer Clémence, de faire croire qu'elle est instable ou qu'elle exagère les incidents. C'est une tactique commune et désagréable, mais nous devons être prêtes pour cela. » Clémence a pâli en entendant cela, et j'ai vu ses mains commencer à trembler. « Il va être là dans la salle ? Je vais devoir le regarder ?» a-t-elle demandé d'une voix tendue. Maître Benoît a hoché la tête doucement. « Malheureusement, oui, mais vous n'aurez pas à lui parler directement. Toutes les communications se feront à travers les avocats et le juge. Et je serai à vos côtés tout le temps, ainsi que votre mère si vous voulez qu'elle entre dans la salle. » Clémence m'a attrapé la main comme si c'était une bouée de sauvetage au milieu d'un océan tempétueux. « J'ai besoin de ma mère là. Je ne peux pas faire ça toute seule. » Et c'est à ce moment que j'ai vraiment compris à quel point ma fille avait été brisée par cet homme. Une femme adulte de 35 ans, réduite à une enfant effrayée qui avait besoin de la présence de sa mère pour se sentir assez en sécurité pour affronter son agresseur. Le matin de l'audience, je me suis réveillée à 5 heures du matin avec l'estomac noué de nervosité. J'ai préparé un petit déjeuner léger pour nous 3, mais personne n'a pu manger beaucoup. Clémence était pâle et silencieuse, vêtue d'un tailleur bleu marine conservateur que nous avions acheté spécifiquement pour l'occasion. Maître Benoît avait expliqué que l'apparence au tribunal comptait, que nous devions projeter une image de dignité et de responsabilité. Nous avons laissé Élise avec Madame Rousseau, notre voisine de confiance, parce que nous ne voulions pas exposer la petite au stress de voir ses parents dans un tribunal. Quand nous avons fait nos adieux, Élise a serré Clémence fort dans ses bras et a chuchoté « Tu vas gagner, maman, je sais que tu vas gagner ». La foi innocente de l'enfant m'a brisé le cœur parce que je savais que le système judiciaire ne fonctionnait pas toujours comme il le devrait, et j'avais peur de ce qui se passerait si nous n'obtenions pas la garde complète. Le tribunal était un bâtiment imposant dans le centre d'Angoulême, entièrement fait de pierres calcaires avec d'énormes colonnes à l'entrée et une atmosphère de solennité lourde qui faisait résonner chaque pas comme un jugement. Nous avons rencontré Maître Benoît à l'entrée et il nous a guidés à travers des couloirs labyrinthiques jusqu'à la salle d'audience. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Quand nous sommes entrés dans la salle, mes yeux ont immédiatement trouvé Mathieu assis de l'autre côté avec son propre avocat, un homme plus jeune en costume chair et à l'expression arrogante. Mathieu était impeccablement vêtu, avec la barbe faite et les cheveux parfaitement peignés, projetant une image de professionnalisme calme, si différent de la réalité de l'homme violent que je savais qu'il était. Quand ses yeux ont rencontré ceux de Clémence, j'ai vu un éclair de quelque chose de sombre passer sur son visage, mais il a rapidement recomposé une expression neutre et même légèrement triste, comme s'il était la victime de toute cette situation. La juge en charge de l'affaire était Madame Lefebvre, une femme de 60 ans aux cheveux blancs attachés en un chignon rigoureux et des lunettes à monture métallique qui lui donnaient une apparence sévère mais pas injuste. Elle a ouvert la session avec une déclaration formelle sur la nature de l'audience et a ensuite demandé à Maître Benoît de présenter notre dossier. Pendant l'heure suivante, j'ai entendu mon avocat détailler méticuleusement chaque instance d'abus que Clémence avait subie, chaque fois que Mathieu avait utilisé la violence physique ou psychologique
pour contrôler ma fille, chaque preuve que nous avions collectée. Il a présenté les photographies médicales qui ont été transmises à la juge et ont fait son visage se crisper légèrement de dégoût. Il a présenté le témoignage de la thérapeute d'Élise sur le traumatisme que l'enfant avait subi en étant témoin de violences domestiques. Il a présenté mon propre témoignage sur comment j'avais trouvé Clémence ce jour-là, sur comment Mathieu avait essayé de m'empêcher de voir ma propre fille. Puis est venu le tour de l'avocat de Mathieu, Maître Dubois, et c'était comme regarder une pièce de théâtre grotesque où la vérité était tordue jusqu'à devenir méconnaissable. Il a argumenté que Clémence était émotionnellement instable, qu'elle avait abandonné son mari sans préavis, qu'elle aliénait sa fille contre son père. Il a appelé un témoin, un collègue de travail de Mathieu, qui a témoigné avoir toujours connu Mathieu comme un homme calme et contrôlé, un père dévoué qui adorait sa fille. Mon client admet qu'il y a eu des disputes houleuses dans le mariage, comme cela arrive dans toute relation, a dit Maître Dubois d'une voix mielleuse qui m'a donné la nausée. Mais alléguer qu'il y a eu un abus systématique est une exagération dramatique d'une femme qui, franchement, a toujours eu des tendances à la dramatisation. Les blessures documentées peuvent facilement s'expliquer par des accidents domestiques, et le fait que Madame Virel ait attendu 3 ans pour chercher de l'aide suggère que la situation n'était pas aussi grave qu'elle le prétend maintenant. J'ai senti Clémence se recroqueviller à côté de moi. J'ai vu les larmes commencer à couler silencieusement sur son visage, et la colère a bouilli en moi avec une intensité que je n'avais jamais connue. Comment osait-il ? Comment osait-il transformer des années de souffrance en dramatisation ? Suggérer que les hématomes sur les photos étaient dus à des accidents domestiques, faire croire que ma fille était la méchante de cette histoire. Mais Maître Benoît était préparé pour cette stratégie. Il s'est levé calmement et a demandé la permission de poser une question directe à Mathieu. La juge a accepté et Mathieu a été appelé à la barre. « Monsieur Mathieu, niez-vous avoir agressé physiquement votre épouse à n'importe quelle occasion pendant votre mariage ?» a demandé Maître Benoît d'une voix ferme. Mathieu a répondu sans hésiter. « Complètement. Je n'ai jamais posé un doigt sur elle avec l'intention de causer des dommages. » Mon avocat a hoché la tête comme s'il attendait cette réponse. « Alors comment expliquez-vous les relevés téléphoniques que nous avons obtenus par la police, où vous avez passé 8 appels à un numéro associé à un groupe en ligne d'hommes qui discutent de garder les femmes à leur place? Comment expliquez-vous les messages que vous avez envoyés à un ami disant textuellement « Parfois elle a besoin d'apprendre de la manière difficile ». Le visage de Mathieu est devenu rouge, et pour la première fois, j'ai vu des fissures apparaître dans sa façade soigneusement construite. C'est sorti de son contexte. J'étais frustré, je parlais de manière exagérée avec un ami. Ça ne voulait rien dire, a-t-il bégayé. Mais Maître Benoît n'avait pas terminé. Et qu'en est-il du témoignage de votre fille Élise, 8 ans, qui a rapporté à l'assistante sociale que vous l'enfermiez fréquemment dans le placard comme punition? C'est également sorti de son contexte? J'ai vu la panique authentique traverser le visage de Mathieu à ce moment. Élise a une imagination très active. Elle a dû confondre un jeu où... Monsieur, vous attendez vraiment de ce tribunal qu'il croit qu'une enfant de 8 ans inventerait des souvenirs détaillés d'être enfermée dans le noir pendant des heures comme punition? Vous attendez que nous croyions que plusieurs professionnels de la santé mentale, médecins et officiers de police ont tous conspiré pour fabriquer des preuves contre vous? Le silence qui a suivi a été assourdissant. La juge Lefebvre est intervenue à ce moment, sa voix tranchante comme de l'acier. Monsieur Mathieu, j'ai lu tous les documents présentés dans cette affaire avec une attention considérable. J'ai vu des photographies de blessures qui n'auraient pas pu être causées par des accidents domestiques. J'ai lu des rapports psychologiques de votre fille qui démontrent un traumatisme cohérent avec une exposition prolongée à un environnement domestique violent. Et j'ai entendu votre propre avocat essayer de disqualifier votre épouse en utilisant des tactiques que, franchement, je trouve offensantes et irrespectueuses. Ce tribunal ne tolère pas la violence domestique sous aucune forme et ne tolère pas les tentatives de manipuler le système judiciaire pour continuer à contrôler les victimes d'abus. Elle a fait une pause, regardant directement Mathieu avec une expression qui ne laissait aucune place au doute sur son verdict. Sur la base des preuves présentées, j'accorde la garde complète de la mineure Élise Virel à la mère, Clémence Virel.
De plus, l'ordonnance de restriction existante sera maintenue et étendue pour inclure toute forme de contact indirect, y compris à travers des tiers. Monsieur Mathieu aura droit à des visites supervisées une fois par mois, dans un lieu neutre désigné par le tribunal, à condition qu'il complète un programme obligatoire de gestion de la colère et d'intervention en violence domestique d'au moins 1 an. Le soulagement que j'ai ressenti à ce moment a été si écrasant que j'ai presque eu du mal à respirer. À côté de moi, Clémence avait mis ses mains sur son visage et pleurait silencieusement. Mais cette fois, c'était en des larmes de libération, d'une victoire qu'elle n'avait probablement jamais pensé atteindre. Mathieu, de l'autre côté, s'était levé brusquement de sa chaise, le visage tordu de colère. « C'est absurde, vous ne pouvez pas me prendre ma fille, elle est ma famille, mon sang !» La juge a frappé le marteau fermement. « Monsieur, je vous suggère de vous comporter ou vous serez retiré de la salle et ferez face à des accusations supplémentaires d'outrage au tribunal. Cette audience est terminée. » Des agents de sécurité se sont approchés de Mathieu, qui s'est finalement rassis, mais non sans lancer un regard à Clémence qui m'a glacé jusqu'aux os. Un regard de haine pure et de promesses non dites de représailles. Quand nous sommes sortis du tribunal dans l'après-midi froid de décembre, j'ai senti comme si nous avions traversé une bataille et en étions sortis blessés, mais vivantes. Maître Benoît a serré nos mains et nous a félicités, nous rappelant qu'il y aurait encore un procès criminel contre Mathieu pour les agressions, mais que la partie la plus importante, garantir la sécurité d'Élise, avait été gagnée. Dans la voiture, en rentrant à la maison, Clémence a finalement parlé, sa voix encore tremblante, mais avec une nouvelle force que je n'avais pas entendue depuis des années. « Merci, maman, de ne pas avoir abandonné pour moi, d'avoir vu ce que je traversais même quand j'ai essayé de le cacher, de m'avoir sauvée quand je ne pouvais pas me sauver moi-même. » J'ai tenu sa main sur le levier de vitesse pendant que je conduisais dans les rues familières d'Angoulême et j'ai répondu avec la vérité la plus simple que je connaissais. Être ta mère signifie ne jamais abandonner, ma chérie. Jamais. Mais notre histoire était loin d'être terminée ce jour-là au tribunal. Parce que 3 jours après l'audience, quand la poussière commençait à retomber et que nous commencions enfin à respirer un peu plus facilement, j'ai reçu un appel de la capitaine Roussel qui allait tout changer encore une fois. « Madame Virel, j'ai besoin de vous voir de toute urgence. Nous avons découvert quelque chose sur le passé de Mathieu Dupuis qui explique beaucoup de son comportement, mais qui nous préoccupe également profondément en termes de sécurité continue de votre famille. » Mon estomac s'est serré en entendant le ton grave dans sa voix. « De quoi parlez-vous, capitaine ?» Il y a eu une pause avant qu'elle ne réponde. « Je préfère en discuter en personne. Pouvez-vous venir au commissariat cet après-midi ?» J'ai raccroché le téléphone avec les mains tremblantes, et un pressentiment sombre s'est installé dans ma poitrine comme une pierre lourde. Au commissariat, la capitaine Roussel nous a conduites à la même salle privée où Clémence avait donné son témoignage il y a des semaines. Elle a ouvert un dossier et a étalé plusieurs documents sur la table. Quand nous avons commencé l'enquête sur Mathieu Dupuis, nous avons fait une vérification de ses antécédents standards. Nous avons découvert qu'avant de déménager à Angoulême il y a 12 ans, il vivait à Lyon sous un nom légèrement différent, Mathieu Dupré. Et il y a 12 ans, il faisait l'objet d'une enquête pour agression domestique contre sa petite amie de l'époque, une femme appelée Sophie Mercier. J'ai senti le sang quitter mon visage. Clémence était complètement immobile à côté de moi, les yeux fixés sur les documents comme si elle ne pouvait pas traiter ce qu'elle entendait. « Qu'est-il arrivé à cette enquête ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi ne voulait pas connaître la réponse. La capitaine Roussel a soupiré lourdement. Sophie Mercier a retiré sa plainte avant que l'affaire n'aille en procès. Selon les dossiers, elle a soudainement quitté Lyon et a déménagé dans le sud de la France, et l'enquête a été classée sans suite, faute de preuves et de témoins coopérants. Mais voici la partie vraiment troublante. Nous avons réussi à localiser Sophie Mercier. Elle vit maintenant à Nice, et quand un de nos officiers l'a contactée au sujet de l'affaire contre Mathieu, elle a accepté de donner un témoignage. Sophie a dit que Mathieu était devenu progressivement plus violent pendant leur relation, et que la nuit où elle a finalement appelé la police, il l'avait battue si sévèrement qu'elle avait 3 côtes cassées et un tympan perforé. Clémence a émis un son étranglé, quelque chose entre un sanglot et un gémissement.
Elle a retiré sa plainte parce qu'il l'a menacée. Il a dit que si elle témoignait contre lui, il ferait croire à un accident et la tuerait. Sophie l'a cru et a fui la ville au lieu de risquer sa vie. Elle porte la culpabilité jusqu'à aujourd'hui de ne pas l'avoir empêché de faire ça à quelqu'un d'autre. J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. Donc, il a un schéma. Ce n'était pas un cas isolé d'un homme qui a perdu le contrôle, sous stress, comme son avocat a essayé d'argumenter. C'est un prédateur en série qui choisit des femmes vulnérables et les détruit systématiquement. La capitaine Roussel a hoché la tête gravement. Exactement. Et avec le témoignage de Sophie, nous avons un dossier encore plus solide dans le procès criminel. Mais cela signifie aussi que Mathieu est potentiellement plus dangereux que nous ne le pensions initialement. Les hommes avec ce schéma de comportement, surtout quand ils perdent le contrôle sur leurs victimes au tribunal, escaladent parfois vers une violence plus extrême. Je voulais personnellement vous alerter pour maintenir une vigilance maximale. Les patrouilles dans votre rue continueront, mais vous devez également être prudente. Ne pas suivre de routine prévisible, toujours être attentive à votre environnement, garder les téléphones chargés. Elle a regardé directement Clémence. Je sais que vous venez de remporter une victoire importante au tribunal et je ne veux pas vous effrayer inutilement. Mais vous devez comprendre que le danger n'est pas complètement passé juste parce qu'un juge a émis une ordonnance de restriction. Le papier n'arrête pas les balles ou les couteaux. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant tout le trajet de retour à la maison et pour la première fois depuis que nous avions sorti Clémence de cette maison d'horreur. J'ai ressenti une peur authentique pour notre sécurité physique. Cette nuit-là, j'ai vérifié toutes les serrures 3 fois. J'ai poussé une chaise lourde contre la porte d'entrée et j'ai dormi avec mon téléphone portable sur la table de chevet et un couteau de cuisine caché sous l'oreiller. Des précautions qui m'ont fait sentir paranoïaque, mais que je savais nécessaires. Clémence était visiblement ébranlée par la révélation sur Sophie, et j'ai réalisé qu'elle traitait l'ampleur d'avoir échappé à un homme qui n'était pas seulement abusif, mais qui avait un historique prouvé de violence prédatrice. « J'aurais pu mourir », a-t-elle dit cette nuit-là pendant que nous prenions du thé dans la cuisine, après qu'Élise se soit endormie. « Si tu ne m'avais pas sorti de là quand tu l'as fait, si j'étais restée quelques mois de plus, ou des années, il aurait pu me tuer éventuellement, n'est-ce pas? Je n'ai pas pu lui mentir. Oui, ma chérie, il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Tu es ici, vivante, libre, et nous allons tout faire pour que tu restes ainsi. » Les mois qui ont suivi ont été un mélange étrange de guérison progressive et de vigilance constante. Clémence a continué sa thérapie religieusement, travaillant à travers les couches de traumatisme que Mathieu avait infligées au fil des années. Elle a également commencé à chercher du travail, quelque chose qui la terrifiait initialement, parce que Mathieu avait passé tant de temps à la convaincre qu'elle était incompétente et que personne ne l'embaucherait. Mais ensuite, un jour ensoleillé de mars, quand le printemps commençait enfin à faire fondre l'hiver implacable, elle a reçu une offre pour travailler comme assistante à la bibliothèque municipale d'Angoulême, le même type de travail qu'elle avait fait avant que Mathieu ne la force à démissionner. La joie authentique sur son visage, quand elle m'a annoncé la nouvelle, a été l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Je vais pouvoir subvenir à mes besoins et à ceux d'Élise, maman. Je vais pouvoir être vraiment indépendante. Élise montrait également des signes de rétablissement, bien que plus lents et avec des rechutes occasionnelles. Ses cauchemars, qui avaient été constants les premières semaines, ont commencé à diminuer en fréquence. Elle s'est remise à rire plus facilement, à jouer avec d'autres enfants à l'école sans cette hypervigilance nerveuse qu'elle avait auparavant. Sa thérapeute, Madame Dupont, nous a dit que les enfants sont incroyablement résilients quand ils sont placés dans des environnements sûrs et aimants, et qu'Élise avait toutes les chances de grandir et de devenir une adulte saine malgré le traumatisme qu'elle avait témoigné. Ce que vous faites, offrir la stabilité, l'amour inconditionnel, une thérapie cohérente, est exactement ce dont elle a besoin, a-t-elle dit lors d'une de nos réunions. Elle portera ses souvenirs pour toujours, mais ils n'ont pas besoin de la définir si nous continuons le travail que nous avons commencé. Quant à Mathieu, le procès criminel a avancé lentement à travers le système judiciaire français. Avec le témoignage de Sophie Mercier ajouté à notre propre dossier, le procureur de la République était confiant qu'il obtiendrait une condamnation significative. Mathieu a continué à nier toutes les accusations,
mais sa défense s'effondrait face au poids écrasant des preuves. Et puis, 4 mois après l'audience de garde, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un appel de la capitaine Roussel un après-midi d'avril. « Madame Virel, je dois vous informer de quelque chose. Mathieu Dupuis a contacté mon département aujourd'hui. Il veut négocier un accord de plaidoyer. » Je suis restée stupéfaite. « Quoi? Pourquoi ferait-il cela? » J'ai entendu le froissement de papier de l'autre côté de la ligne. Son nouvel avocat a dû lui expliquer que les preuves contre lui sont écrasantes et qu'aller à un procès complet résulterait probablement en une peine beaucoup plus sévère. Dans un plaidoyer négocié, il peut avoir un certain contrôle sur les termes, mais il y a une condition qu'il exige. Il veut une réunion finale avec Clémence et Élise sous supervision officielle pour dire au revoir et s'excuser. J'ai senti la colère bouillonner en moi. Absolument pas. Je ne vais pas exposer ma fille et ma petite-fille à cet homme encore une fois, peu importe les circonstances. La capitaine Roussel a soupiré. Je comprends complètement votre réaction. Et honnêtement, je m'oppose également à cela. Mais techniquement, en tant que père d'Élise, il a le droit légal à des visites supervisées. Et l'accord de plaidoyer qu'il offre est vraiment avantageux pour nous. Il est disposé à plaider coupable pour toutes les accusations, ce qui épargnerait à Clémence le traumatisme de témoigner dans un procès complet, et il accepte une peine de prison significative. Le procureur est enclin à accepter l'accord. J'ai fermé les yeux, sentant le poids de cette décision impossible. Je dois parler à Clémence. C'est elle qui doit décider. Quand j'ai raconté à Clémence la proposition de Mathieu, j'ai vu la peur et l'hésitation lutter sur son visage. Mais ensuite, elle a dit quelque chose qui m'a complètement surprise. « Je veux le faire. » Je l'ai regardée incrédule. « Ma chérie, tu n'as pas besoin de t'exposer à lui encore une fois. Tu ne lui dois rien. » Elle a secoué la tête lentement. « Ce n'est pas pour lui, maman. C'est pour moi. Madame Dupont et moi avons travaillé sur le concept de clôture, et je pense que j'ai besoin de le regarder dans les yeux une dernière fois, non pas comme la femme effrayée et brisée qu'il a créée, mais comme la femme qui a survécu à lui et qui reconstruit sa vie. J'ai besoin de me prouver à moi-même qu'il n'a plus de pouvoir sur moi. Je comprenais, même si chaque instinct maternel en moi criait de la protéger de cette exposition finale. Et qu'en est-il d'Élise? Tu veux vraiment qu'elle voie son père dans ces circonstances? Clémence a réfléchi longuement avant de répondre. Non, Élise n'a pas besoin d'être là. Mais moi, j'ai besoin d'y être. La réunion a été fixée pour 2 semaines plus tard, dans une salle de visite supervisée au tribunal. Quand le jour est arrivé, j'ai mis mon meilleur tailleur, non pas pour Mathieu, mais parce que je voulais projeter la force et la dignité face à cet homme qui avait essayé de détruire ma famille. Clémence était visiblement nerveuse, mais il y avait une détermination ferme dans sa posture qui n'était pas là des mois auparavant. La capitaine Roussel nous a rencontrés à l'entrée et nous a escortés jusqu'à la salle de visite. Un espace stérile avec des murs blancs, une table simple au centre et un gardien de sécurité positionné près de la porte. Mathieu était déjà là quand nous sommes entrés, assis de l'autre côté de la table, portant l'uniforme orange de détenu. Il avait maigri, il y avait des cernes sombres sous ses yeux, et il avait l'air petit. Pas le monstre imposant qui avait dominé la vie de Clémence pendant des années, mais juste un homme pathétique faisant face aux conséquences de ses propres actions. Nous nous sommes assises de l'autre côté de la table, et pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Mathieu s'est éclairci la gorge. « Clémence, je voulais te voir pour te dire que je suis désolée pour ce que je t'ai fait à Élise. Je sais que cela ne change rien, mais j'avais besoin que tu le saches. » Sa voix était basse, presque inaudible, mais j'ai entendu quelque chose dedans qui m'a fait faire une pause. Un remords authentique ou juste une manipulation finale. Clémence l'a étudié pendant un long moment avant de parler, et quand elle l'a fait, sa voix était ferme. Pendant des années, tu m'as convaincu que j'étais le problème, que j'étais faible, stupide, que je ne méritais pas le respect ou l'amour. Tu as utilisé tes mains pour me faire mal, tes mots pour me détruire de l'intérieur et ton contrôle pour m'isoler de tous ceux qui auraient pu m'aider. Tu as fait du mal à notre fille, Mathieu. Une enfant innocente qui voulait juste être aimée par son père.
Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Mathieu, mais Clémence a continué. Implacable. Mais tu sais ce que j'ai découvert, que je suis plus forte que tu n'as jamais voulu que je croie, que je peux survivre sans toi, que je peux prospérer sans toi, et je vais m'assurer qu'Élise grandisse en sachant que ce que tu as fait n'était pas sa faute, qu'elle mérite d'être traitée avec gentillesse et respect, et que jamais, jamais, elle ne doit accepter la violence de quelqu'un qui prétend l'aimer. Mathieu a sangloté, couvrant son visage de ses mains. Je sais, j'ai tout gâché. J'étais comme mon propre père. J'ai répété le même schéma que j'ai juré de ne jamais répéter. Et voilà, l'admission du cycle de violence. La révélation que Mathieu avait également grandi dans un foyer abusif et était devenu ce qu'il craignait le plus. Une partie de moi a ressenti une pointe de quelque chose qui aurait pu être de la compassion, mais de manière écrasante, j'ai seulement ressenti de la colère face au fait que tant de gens utilisent un traumatisme passé comme excuse pour infliger un traumatisme à d'autres. Votre passé explique votre comportement, mais ne l'excuse pas, ai-je dit, parlant pour la première fois. Beaucoup de gens grandissent dans des foyers violents et choisissent de briser le cycle au lieu de le perpétuer. Vous avez fait le choix conscient de faire du mal à des personnes plus faibles que vous, et maintenant, vous allez faire face aux conséquences. Il m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. Et pendant un moment, j'ai vu le garçon effrayé qu'il a dû être autrefois, avant de devenir le monstre. Mais alors je me suis souvenu des marques sur le corps de Clémence, de la peur dans les yeux d'Élise, et ma compassion s'est complètement évaporée. La réunion n'a duré que 20 minutes, mais elle a semblé durer une éternité. Quand nous sommes finalement sortis de cette salle, Clémence tremblait mais se tenait droite, et quand nous avons atteint le couloir, elle a exhalé un long soupir, comme si elle libérait des années de poids accumulés. « C'est fini », a-t-elle murmuré. « C'est vraiment fini. » Et elle avait raison, parce que 3 jours plus tard, Mathieu a formellement accepté l'accord de plaidoyer, admettant toutes les accusations d'agression aggravée, d'abus d'enfants et de violation d'ordonnances de restriction. Il a été condamné à 5 ans de prison, dont il devrait purger au minimum 3 avant d'être éligible à une libération conditionnelle. Ce n'était pas assez de temps, à mon avis, ce ne serait jamais assez de temps pour compenser ce qu'il avait fait. Mais c'était quelque chose. C'était une forme de justice. C'était le système reconnaissant que ce qui s'était passé n'était pas acceptable et qu'il y avait des conséquences pour les hommes qui choisissent la violence. Dans les mois et les années qui ont suivi, notre vie a progressivement trouvé une nouvelle normalité. Clémence a prospéré dans son travail à la bibliothèque, étant finalement promue bibliothécaire senior. Elle a recommencé à sortir, s'est fait de nouvelles amitiés et éventuellement, très progressivement, a recommencé à avoir des rendez-vous amoureux. Cette fois en choisissant soigneusement un homme gentil, appelé Laurent, professeur d'histoire, qui traitait elle et Élise avec la tendresse et le respect qu'elles avaient toujours mérité. Élise a grandi et est devenue une jeune fille brillante et résiliente, passionnée par les sciences et déterminée à devenir médecin quand elle sera grande. Elle a encore des moments difficiles, surtout lors d'anniversaires liés au traumatisme, mais elle apprend des outils sains pour gérer ses émotions grâce à la thérapie continue. Quant à moi, j'ai appris des leçons douloureuses sur l'importance de faire confiance aux instincts, de ne jamais respecter la vie privée des autres au détriment de la sécurité, d'être une présence constante et vigilante dans la vie de ceux que nous aimons. Je me suis également connectée à un groupe de soutien pour les familles de victimes de violences domestiques, où j'ai découvert que notre histoire n'est pas rare, qu'il existe des milliers de femmes et d'enfants souffrant en silence, cachés derrière des portes fermées, espérant que quelqu'un remarque, que quelqu'un se soucie assez pour intervenir. J'ai commencé à faire du bénévolat dans ce domaine, utilisant mon expérience pour aider d'autres grands-mères et mères à reconnaître les signes d'abus et à trouver le courage d'agir. Mais la partie la plus surprenante de tout ce voyage s'est produite 2 ans après la condamnation de Mathieu. Sophie Mercier, l'ex-petite amie de Mathieu qui avait témoigné contre lui, m'a contactée par l'intermédiaire de la capitaine Roussel. Elle voulait rencontrer Clémence. A-t-elle dit qu'elle avait besoin de regarder dans les yeux la femme qui avait fait ce qu'elle n'avait pas eu le courage de faire? Aller jusqu'au bout de la plainte, ne pas laisser la peur gagner.
Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à Angoulême un après-midi doré d'automne, et ce fut l'une des expériences les plus émouvantes de ma vie. Sophie et Clémence se sont embrassées comme des sœurs qui avaient été séparées par une guerre, deux femmes liées par l'expérience partagée d'avoir survécu aux mêmes prédateurs. Sophie avait 42 ans maintenant, était professeure de français à Nice et avait complètement reconstruit sa vie. Mais elle portait encore la culpabilité du sentiment d'avoir permis à Mathieu de rester libre pour faire à une autre femme ce qu'il lui avait fait. « Tu n'as aucune culpabilité », a dit Clémence fermement, tenant les mains de Sophie à travers la table du café. « Tu étais terrifiée et tu as fait ce que tu devais faire pour survivre. Je comprends parfaitement pourquoi tu as retiré ta plainte, pourquoi tu as fui. J'aurais fait la même chose si ce n'était pas ma mère qui a refusé de me laisser abandonner. » Les deux femmes ont pleuré ensemble cet après-midi-là, libérant des années de douleur et de culpabilité accumulées, et quelque chose de beau est né de cette rencontre, une amitié profonde, basée sur une compréhension mutuelle, sur une survie partagée, sur un refus conjoint de permettre au traumatisme de les définir. Sophie nous a rendu visite plusieurs fois après cela, et Élise a gagné une tante honoraire qui comprenait de façon unique ce que sa famille avait traversé. Aujourd'hui, alors que j'écris cette histoire à la table de ma cuisine, pendant que le soleil d'été entre par les fenêtres et illumine les photographies sur le mur. Clémence souriant authentiquement aux côtés de Laurent. Élise fière dans son uniforme de karaté, un sport qu'elle a spécifiquement choisi pour se sentir forte et capable de se défendre. Sophie faisant des grimaces idiotes pendant une visite. Je ressens une gratitude profonde, mélangée à une tristesse persistante. De la gratitude parce que nous avons réussi à sortir de ce cauchemar, parce que Clémence et Élise sont vivantes et prospères, parce que nous avons obtenu justice quand tant de victimes ne l'obtiennent jamais. Mais de la tristesse parce que j'ai mis tant de temps à voir, à agir, à sauver ma fille des mains qui auraient dû la protéger, mais qui au contraire lui faisaient du mal. Si quelqu'un m'écoute maintenant et reconnaît des éléments de cette histoire dans sa propre vie, si vous êtes une femme souffrant en silence, si vous êtes une mère inquiète des signes étranges dans le comportement de votre fille, si vous êtes un enfant effrayé gardant des secrets que vous ne devriez pas avoir à garder, s'il vous plaît, cherchez de l'aide. Appelez les lignes d'assistance aux victimes de violences domestiques. Parlez à un médecin de confiance. Racontez à un ami ou un membre de la famille. La honte appartient à l'agresseur, pas à la victime. La peur est réelle, mais peut être vaincue. Et il y a une vie de l'autre côté de cette obscurité. Une vie où vous pouvez vous réveiller sans peur, où vous pouvez rire sans permission, où vous pouvez simplement exister sans avoir à marcher sur des coquilles d'œufs. Le matin où Élise est apparue à ma porte avec ces mots « Maman est malade, je suis venue à sa place », a tout changé. Ce moment de reconnaissance, quand j'ai finalement compris ce qui se passait vraiment, a été simultanément le pire et le meilleur moment de ma vie. Le pire, parce que cela signifiait confronter l'horrible vérité que j'avais échoué à protéger ma fille plus tôt. Le meilleur, parce que cela signifiait que finalement, je voyais clairement et pouvais faire quelque chose à ce sujet. Aucune mère ne devrait avoir à passer par cela. Aucune fille ne devrait souffrir ce que Clémence a souffert. Aucun enfant ne devrait témoigner de ce qu'Élise a témoigné. Mais cela arrive, tous les jours, dans des maisons silencieuses partout en France et dans le monde entier. J'ai appris qu'être mère ne se termine pas quand nos enfants grandissent et construisent leur propre famille. Être mère signifie rester vigilante, rester connectée, rester disposée à intervenir même quand c'est gênant ou inconfortable. Cela signifie faire confiance aux instincts quand quelque chose semble mal, même si nous ne pouvons pas le prouver immédiatement. Cela signifie être une présence constante et inébranlable qui dit « Je suis là, je serai toujours là, et je me battrai pour toi quand tu n'auras plus la force de te battre pour toi-même. » Et j'ai appris que la guérison est possible, que les familles peuvent se reconstruire sur les ruines de la violence, que l'amour et la sécurité peuvent remplacer la peur et la douleur. Mais seulement si nous avons le courage de faire le premier pas vers la liberté. Peu importe à quel point ce pas semble effrayant. Donc, voici mon histoire, notre histoire, la mienne, celle de Clémence, celle d'Élise et celle de Sophie. Une histoire de survie, de courage finalement trouvé, de justice partiellement atteinte
et de reconstruction lente mais déterminée. Une histoire qui n'a pas une fin parfaitement heureuse parce que le traumatisme ne disparaît pas complètement, mais qui a une fin où nous sommes vivantes, libres et regardons vers l'avenir avec espoir au lieu de terreur. Et si cette histoire sauve ne serait-ce qu'une seule femme, un seul enfant, de souffrir ce que ma famille a souffert, alors chaque mot douloureux que j'ai écrit, chaque souvenir difficile que j'ai revécu pour raconter cette vérité en valait la peine. La sonnette a retenti à 7h13 ce matin de novembre et a changé le cours de nos vies pour toujours. Mais ce n'était pas seulement une fin, c'était aussi un commencement. Le commencement du reste de nos vies, vécu selon nos propres termes, sans peur, sans violence, sans silence imposé. Et cela, au final, est la seule vengeance qui compte vraiment contre des hommes comme Mathieu. Non seulement survivre, mais prospérer. Non seulement échapper, mais construire quelque chose de beau et de fort sur les débris de ce qu'ils ont essayé de détruire. Nous sommes plus fortes qu'ils voulaient que nous croyions, plus résilientes qu'ils espéraient, et plus précieuses qu'ils n'ont jamais reconnues. Et cette vérité, cette certitude inébranlable de notre propre valeur, est quelque chose que personne ne pourra jamais nous enlever à nouveau. Parfois, je me demande combien de femmes m'écoutent en ce moment en reconnaissant des fragments de leur propre vie dans ce que je viens de raconter. Combien d'entre vous ont déjà senti ce poids dans la poitrine en voyant quelqu'un qu'elles aiment souffrir en silence, cette culpabilité lancinante de ne pas avoir agi plus tôt, ou pire encore, ce souvenir brûlant d'avoir été celle qui portait les marques cachées sous les manches longues. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à toutes celles qui ont dû trouver le courage de dire non, à toutes les mères et grands-mères qui ont refusé de détourner le regard, même quand c'était plus confortable de ne pas voir. Je voudrais savoir si vous auriez fait ce que j'ai fait, si vous auriez eu cette force, ou si peut-être vous l'avez déjà eu et personne ne vous a jamais dit à quel point vous étiez extraordinaire pour cela. Dans les commentaires juste en dessous, racontez-moi d'où vous m'écoutez, de Paris, d'Alger, de Marseille, de Montréal, ou d'un petit village dont personne ne connaît le nom. Dites-moi si cette histoire a résonné en vous, si elle a ouvert des souvenirs que vous aviez enfermés quelque part au fond de votre cœur. Vous n'avez pas besoin de raconter tous les détails si c'est trop douloureux, mais sachez que chaque mot que vous écrivez ici peut être la bouée de sauvetage que quelqu'un d'autre cherche désespérément en ce moment même. Vos expériences, vos cicatrices, votre survie, tout cela a une valeur immense. Et je veux que vous le sachiez. Et si ces mots ont touché quelque chose en vous, si vous voulez continuer à entendre des histoires vraies de femmes qui ont refusé de rester silencieuses, cliquez sur ce bouton rouge juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à cette chaîne. Parce que tant que nous continuerons à parler, tant que nous refuserons de transformer nos douleurs en secrets honteux, nous donnons à d'autres femmes la permission de briser leur propre chaîne. Votre présence ici, votre voix dans les commentaires, votre simple fait d'avoir écouté jusqu'au bout, tout cela construit un monde où les Clémence et les Élise de demain n'auront plus besoin d'attendre aussi longtemps avant que quelqu'un vienne les sauver.